On vous donne la parole. Bonjour, bienvenue sur mon émission Le Monde de Julie sur Artop TV. Aujourd'hui, j'accueille Amady Guella. Bonjour. J'accueille bonjour. Bonjour. Également Rivoli et également Sofiane Etaille. Bonjour. Alors, bonjour. Bienvenue à tous. Et on va donc commencer par Rivoli. Rivoli, on commence donc par toi. Donc, présente-toi, je t'en prie. Je suis Rivoli, je suis la présentatrice de l'émission C'est Authentic Spirit Love, que j'ai repris là ce mois-ci, et que jusqu'à présent j'avais fait que des pilotes d'essai. Le dernier pilote que j'avais fait c'était il y a 2 ans avec Driver, et là j'ai repris le C'est Authentique ce mois-ci, et d'ailleurs le nouvel épisode qui est sorti avec Alibi Montana est en ligne là depuis 15 jours, je crois. Une semaine, 15 jours. Oui, hein, d'après ce que j'ai Ouais. pu voir, qui m'a envoyé pour que je regarde un Voilà, petit peu. le concept qui est original. Et donc, du coup, en soi, dans un sens, tu réalises des interviews qui sont intimistes, si je puis dire. Très intimiste. Très, très intimiste, parce qu'en fait, on va dire que pour l'instant, mon créneau, c'est plus les artistes dans le domaine rap, R&B, old school, Mhm. parce que c'est vraiment une émission en vrai qui vise plus les 30-60 ans. D'accord. Voilà, c'est vraiment mon public ciblé. Mhm. Voilà, parce que je sais que les plus jeunes, ça les intéressera peut-être pas plus que ça, à part les curieux qui ont envie, qu'on grandit avec des frères et sœurs qui ont écouté ces artistes-là. Mais c'est vraiment ça. Et ouais, le concept, il est basé sur l'intime, mais surtout le franc-parler. Parce que je pose des questions, je rentre vraiment dans leur intimité, je leur pose des questions souvent qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, ou alors qu'on cherche à savoir, par exemple, un exemple, leur intimité au niveau des femmes. La plupart des rappeurs en France, on connaît pas. On sait pas s'ils sont mariés, on sait pas si, enfin, quel style de femme ils aiment, etc. C'est vraiment Ah oui, donc pardon, juste, ouais. ça rentre vraiment Ah oui, dans oui, oui. l'intimité, Ah dans la oui, oui. personnalité, dans le profil Ah oui, oui. psychologique Ouais. de la vie privée. Ah oui, bien sûr. En Ok. fait, le C'est Authentique, il y a 2 parties avec 4 séquences. Ça veut dire qu'il y a une première partie où déjà je leur fais signer entre guillemets un pacte. Ça veut Mhm. dire que quand ils rentrent, il y a une phrase qui fait partie du C'est Authentique qui s'appelle hypocrisie, mensonge dehors. Ici, c'est les vérités, le C'est Authentique Spirit Love. Mhm. Donc quand ils viennent, déjà ils sont face à moi, ils arrivent avec leurs lunettes, et ils doivent citer cette phrase sous forme de check. Et en fait, c'est déjà ils savent directement dans quoi ils arrivent. Et en même temps, ils ont souvent, pour les 6 qui ont fait l'émission, il y a toujours un petit stress parce qu'ils savent pas les questions sur lesquelles ils savent que c'est une émission vraie, on va parler cash, mais ils savent pas de quoi. Donc ils arrivent un peu dans ce mood, donc ils signent ce pacte. Et puis après, il y a le côté où je les reçois aussi avec ce qu'ils aiment grignoter. En sucré et salé. Ah, Donc, tu les appâtes, quoi, pour qu'ils parlent. entre guillemets, oui et non. En fait, le but, c'est que l'artiste se trouve surtout comme s'il était chez son pote. Parce que c'est pas facile pour un homme de venir se mettre à nu, en plus vis-à-vis d'une femme. Et encore une fois, la première partie, on rentre vraiment dans leur intimité de l'enfance jusqu'à l'adulte. Donc, et encore une fois, ils vont pas répondre à des questions sur le côté artistique et la scène et les clashs et machin. Non, là, on va rentrer sur qui il est réellement. D'ailleurs, je les appelle pas par leur prénom artistique, je les appelle par leur prénom réel. Donc, il y a ça aussi, ils sont pas habitués Ouais, à il ça. y a cette familiarité dans un sens. Ouais, Ouais. et qui est vrai en fait, parce qu'encore une fois, on est dans une émission cash, vraie, et il n'y a pas d'artistes quand ils viennent aussi authentiques. Comme c'est écrit dans le descriptif de l'émission, il n'y a pas d'artistes qui viennent, c'est vraiment eux. Donc, à partir du moment où ils ont accepté l'invitation, ils savent dans quoi ils arrivent. Donc, la première partie, c'est ça, et la deuxième partie, là, c'est la partie love. Et là, c'est des questions vraiment très intimistes sur leur vision des femmes. Et quel style de femme ils aiment, quel genre de femme, s'ils sont mariés ou pas, et je leur pose des questions vraiment ciblées là-dessus. Et après, il y a les 2 dernières séquences, c'est la partie miroir, c'est la 6 minutes face, où je les mets face au miroir, et il y a une question vérité et une question gênante. Donc ils sont face au miroir avec moi. Ouais. Et pareil, la question gênante, ils s'attendent à un petit Moi, truc, je suis pas etc.
Mais pas du tout. Ouais. D'ailleurs, Driver, la question qu'il a eue, et c'est ça qui est intéressant, parce que vu qu'ils sont filmés face au miroir, c'était avec quelle femme du showbiz il a eu une relation sexuelle. Et il s'attendait pas à ça. Donc, il était un Boum. peu choqué, mais il a signé le pacte. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'il a répondu, la vidéo est sur YouTube. Il y a quand même une prise de risque à répondre à ces questions, dans un sens. Oui et non. Parce qu'en fait, mes invités, je sais qui j'invite pour l'émission. Et en général, c'est que des gens qui sont dans le franc-parler. Donc, en vrai, ils sont eux-mêmes. Mais t'as pas peur des fois qu'il y a des artistes qui viennent dans ton émission qui ont des retombées dans leur vie privée? C'est-à-dire? Des retombées, c'est-à-dire par exemple, on répond à une question quand on arrive pardon dans ton émission, on signe un pacte. En gros, on dit c'est oratoire. Hein. Ah, il n'y a pas de contrat. Ok. Non, ouais, non, non, c'est c'est différent oratoire. alors. C'est un check, c'est fait sous humour. Oui, ah d'accord. Ils sont très à l'aise. Hein. Ils sont pas traumatisés. Ok. Non, parce que des fois il y a des questions auxquelles on peut pas répondre, je pense. Bah pour l'instant, tu vois, j'ai eu les 6 invités. Tous, ils ont répondu à toutes mes questions. Il y en a aucun qui et au contraire, ils ont même dit des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de dire. Donc d'où mon enjeu, d'où le concept en fait. Ils sont eux-mêmes. Donc quand t'es toi-même, tu réponds à tout. Moi, je suis comme ça. Donc en fait, j'invite des gens qui me ressemblent en vrai. Ouais, c'est un peu et trash. Quand t'as rien à cacher, tant que c'est fait dans le respect de la personne et dans l'authenticité, c'est tout glisse. Hein. C'est comme dans la vie. Hein. Moi, il y a des gens qui me confient des choses, je les connais pas, mais parce qu'ils sentent qu'ils peuvent. Ouais, y a une tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est exactement ce qui se passe avec les artistes. Comme je dis, quand ils viennent, c'est eux, hein. C'est pas Alibi ou non, c'est eux. C'est vraiment. Ouais, d'où cette familiarité. Exactement, exactement. D'accord. Amadi. Yes. Notre écrivain préféré. Oh, c'est gentil ça. J'ai même pas encore commencé. J'ai bien un peu de flemme. Ça fait plaisir. Je reviens. On passe à toi? Yes, y a pas de souci. Alors. Donc du coup, moi je m'appelle Amadi Guella. Enchanté. Du coup, voilà, j'ai sorti mon premier bouquin en mai dernier. Donc c'est un recueil de nouvelles urbaines et contemporaines, on va dire. Ça se passe entre Paris et la banlieue. Le bouquin s'appelle De béton et de plumes. Là, je le mets là, on voit un petit peu. De béton et de plumes. C'est sorti chez Hello Édition. Vous pouvez le trouver en fait en commande partout. Librairie de quartier, c'est le mieux, mais on peut le commander. Je vais pas faire la pub pour les enseignes, mais on le tape sur Google, on le trouve un petit peu sur tous les fournisseurs de bouquins un petit peu classiques. Et en fait, avec Souliman Boel, donc je mets son bouquin aussi. Le dernier bouquin qu'il a sorti, c'est Froid comme la morgue, qui est un polar urbain qui se passe. Le titre, il est. Ouais. C'est assez trash. C'est assez trash qui se passe dans le 18e arrondissement de Paris. Je vous en dis pas plus. Et en fait, tous les deux, on est à l'initiative, en fait, d'un salon du livre qui va avoir lieu le 14 novembre, dans le 19e. En fait, on s'est dit quoi? Souliman, il anime une émission qui s'appelle La Plume des quartiers sur Fréquence Paris Pluriel. C'est tous les 3e jeudis du mois, 106.3. Et en fait, c'est une émission, La Plume des quartiers, comme son nom l'indique, où il y a beaucoup d'auteurs indépendants, des maisons d'édition de petite envergure ou des gens qui sont en auto-édition. Et en fait, on s'est dit tout simplement que au lieu d'attendre que les maisons d'édition classiques nous ouvrent les portes, parce que c'est quand même assez difficile, et au lieu d'attendre les salons du livre classique, qu'on pouvait prendre des commandes et organiser des trucs entre nous, en fait. Et donc, il y a un lieu qui s'appelle le Bar à nous. Donc, c'est très facile à trouver. Vous pouvez le trouver sur Instagram. Ça s'écrit le Bar à nous, B-A-R-A-N-O-U-X, le Bar à nous. Et c'est une sorte de coworking avec plein de salles, en fait, à vocation de justice sociale et culturelle. Et ça se trouve dans le 19e arrondissement à Paris. Donc, c'est facile pour y aller. C'est à la station Place des Fêtes, sur la ligne 11. Donc, il y a Châtelet, République, Belleville sur la ligne. C'est vraiment très facile d'accès. 78 rue Compan. Et le 14 novembre de 18h30 à 21h30, on va organiser notre premier salon du livre là-bas. Et on sera 14 auteurs. Voilà, donc 14 auteurs. Donc il y aura ces deux bouquins-là. On est tous les deux à l'initiative en collaboration avec Artop, en collaboration avec Calam Édition et Bondi Film. Et du coup, il y aura pas mal d'intervenants. Et voilà, il y a de la fiction, il y a des recueils de poésie. Il y a vraiment pas mal de choses. On a une dame qui représente un poète palestinien, Ziad Meddour, qui habite à Gaza et qui est francophone et qui a écrit un recueil de poèmes. Et puis il y a de la fiction, nos deux romans à nous, des chroniques sociales aussi. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc je vous invite à venir le 14 novembre. Voilà. Alors, pour revenir à ton bouquin. Ouais. Alors, tous ceux qui veulent venir le 14 novembre, déjà on y va. Hein. Ouais. Venez, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Déjà. D'où vient l'inspiration?
Alors, mon bouquin, c'est vraiment un recueil de nouvelles. Enfin, il est un petit peu, en fait, hybride, on va dire. C'est entre un recueil de nouvelles et un roman. Parce qu'il y a des personnages qui reviennent. Donc, c'est de la fiction pure, entre guillemets, mais quand même tiré de mes expériences diverses et variées. Je commence à avoir l'âge où on peut commencer à dire qu'on a de l'expérience, une certaine expérience de la vie. Donc, je suis de la génération qui serait ravie de suivre ton émission pour se dire les choses. Et ferai un petit clin d'œil en fin d'émission à une certaine soirée d'ailleurs qui va faire sa dernière édition le mois prochain. Et moi, la première nouvelle dans le bouquin, vraiment, c'est parti sur l'islamophobie en fait. C'est vraiment par rapport à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo et depuis toute cette période-là, en fait. Bon, on a tous subi le racisme, les racisés, on connaît toutes ces questions, etc. Mais je trouve que vraiment depuis ces événements-là, ça a été exacerbé de fou l'islamophobie, quoi. Et donc la première nouvelle, chronologiquement, c'est une nouvelle où je remets tout de suite en question la civilisation judéo-chrétienne. Donc tu vois, c'est pas mal pour se faire des amis quand t'as un nom arabisant et que tu connais personne. T'imagines bien les maisons d'édition classiques, comment elles m'ont ouvert leurs portes. En tout cas, c'est parti là-dessus. Et ensuite, j'ai eu vraiment l'envie de relater mes expériences que j'ai pu observer. Il y a vraiment un fond social sur le livre. Donc j'essaye de parler de colonialité, de patriarcat. C'est vraiment des questions qui m'intéressent, quoi. Politique, question existentielle dans un sens aussi, je pense. Social, on va dire, plus que politique, social. Après, on se refait pas. Moi, je suis militant, je suis fils de militant, donc c'est vrai que j'ai les pieds dans le militantisme depuis longtemps. C'est pas un bouquin militant à proprement parler, c'est vraiment un bouquin de fiction, mais avec des trajectoires de gens dans les quartiers populaires. Je pense que ça parle à tous les gens qui ont grandi en fait dans les quartiers populaires. Puis il y a aussi les quartiers en mutation. En cité, quoi, si on peut dire. En cité ou les quartiers populaires, parce que moi je viens de Paris intramuros, les quartiers populaires, c'est pas que les cités. C'est quand tu prends tout à l'heure on avait un écrivain qui a son expérience carcérale qui venait de Barbès. Moi je viens de Belleville, c'est des quartiers populaires à la base, des quartiers qui se gentrifient, mais avec des immeubles de 3-4 étages, vétustes. Non, jusqu'à 7 étages à Belleville. Hein. Ouais, 7 étages, même moins. mais je veux dire, il n'y a pas que les HLM pour définir un quartier. Il n'y a pas que les HLM pour définir un quartier populaire, quoi. Ça, c'est pas. Évidemment, il y a la réalité des HLM, mais il n'y a pas que ça. Donc, j'en parle dans le bouquin, justement. Il y a une nouvelle autobiographique où je parle de Belleville et des changements un petit peu qui sont intervenus. C'est intéressant. C'est intéressant. Et pour revenir au livre Froid comme la mort. Ouais. Alors ça, Souleymane pourrait en parler mieux que moi. Je veux pas trop le spoiler. Ouais. Tu viens pour le représenter aujourd'hui? Ouais, bah je viens aussi pour présenter son bouquin. Donc Souleymane, en fait, il a voulu souligner un petit peu la précarité des sans-papiers. En fait, c'est pas casser son intrigue, mais grosso modo, c'est un espèce une histoire qui se passe avec des policiers infiltrés et aussi dans les milieux des sans-papiers, dans les foyers et tout ça. Donc, il voulait vraiment montrer la précarité du monde des sans-papiers et des afro-descendants ou des personnes qui se retrouvent coincées le cul entre deux chaises, sans-papiers et qui sont obligés de survivre un peu comme ils peuvent, quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est un petit peu le thème de départ de son livre. Après, il y a plein de... En gros, on t'interrompt, dans son livre, il retrace des parcours diversifiés, quoi. Ouais, voilà, des parcours de vie dans la précaire. Et puis aussi la réalité de la police, avec vraiment ce que ça peut, aussi la corruption dans la police. Il parle vraiment de plusieurs thèmes sociétaux. De sujets, malheureusement, qui existent aujourd'hui. Complètement, c'est très réaliste. Mais heureusement, il n'y a pas que des ripoux dans la police. Non. Heureusement. Heureusement. Non. Ils font du mauvais, pardon, et du bon. Du bon et du mauvais. Mais c'est vrai que quand on est dans ce genre de situation, bah, on est dans la crotte, quoi. Non, mais sérieux. Vous imaginez, vous venez pour déposer plainte, le flic est ripou. Ah bah oui. C'est horrible. Compte un dessous de table. Mais heureusement qu'il y en a peu. Mais bon, c'est des sujets quand même qui font peur. Hein. Et même au sein de la police, c'est des sujets que quand on entend lors d'enquêtes, que ce soit sur les faits divers, même les policiers, quand ils en parlent, c'est des choses qui leur font peur à eux-mêmes, même en interne. Bien sûr. Même en interne. Moi, je me rappelle un reportage que j'avais regardé où c'était une BAC. Je sais plus dans quelle région de France, et ils avaient eu ce problème et ils avaient eu beaucoup de mal à s'attraper entre eux. Bah, il y a une omerta. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ceux qui osent parler, on sait qu'ils vont avoir des problèmes derrière et tout. Il y a eu plein d'histoires comme ça, malheureusement. Ouais, moi j'ai une copine dans mon quartier qui était dans la police et qui a subi des choses. C'est ça que je pensais, moi. Et en fait, c'est encore plus. Alors elle cumule entre guillemets, racisée, femme, etc. Elle a subi des choses très très dures. Et grosso modo, elle me dit la constante en fait, c'est on ne parle pas, quoi.
va pas parler sur les collègues, on ne parle pas. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est récurrent dans la profession, quoi. Non, mais le procureur. C'est compliqué. Pardon. Le procureur, pour ces policiers-là, je crois que c'était dans le sud, il les avait attrapés en les mettant sur écoute et il faisait comme dans la mafia. En fait, tous les policiers de la BAC s'étaient donné un surnom pour, alors, entre guillemets, c'était sur une affaire de cocaïne. Ils récupéraient les cocaïnes lors de saisies et autres et ils se la revendaient entre vainqueurs, entre termes. Et le procureur les a eus sur ce dossier, parce que c'était montré dans le reportage, tout simplement en les mettant sur écoute et on entendait lors des écoutes. Ils disaient par exemple du style Dédé, t'as mis où la C? Et en fait, ils se repassaient la C, ils se la planquaient entre eux. Mais par contre, ce procureur-là, il a mis un temps fou à les coincer, mais au final, ils les ont tous eus. Et en fait, c'était un groupe de la BAC. Et bon, ils ont mis du temps à les attraper, mais heureusement, c'est une quantité infime, mais ça existe malheureusement. C'est comme tout. En tout cas, Amadi, on te remercie. Merci à vous. Sofiane. Oui. On passe à toi. Sofiane, avec plaisir. Qui est un ami. Oui. Voilà. Trop content d'être là. Déjà, merci pour l'invitation. Et merci à Artop pour ces moyens magnifiques. Et puis, voilà, on nous donne la parole, tout simplement. Donc, c'est trop cool. Merci. Et donc moi je suis venu pour parler de mon spectacle. Moi je suis donc humoriste stand-upper. Voilà, et donc mon spectacle s'appelle Légèreté. Donc là c'est l'affiche du spectacle. Et attends, je vais vous montrer un peu plus comme ça. Voilà, hop. Donc c'est tous les samedis à partir là du 25 octobre, tous les samedis à 21h10 au théâtre La Boussole. Donc c'est à côté de la gare du Nord. Et donc c'est la première fois que j'ai une programmation régulière sur Paris. Moi à la base je suis pas de Paris, moi je suis de Clermont-Ferrand. Après, je suis parti 12 ans à Bordeaux, c'est là-bas que j'ai commencé la scène. Et après, je suis monté à Paris pour vraiment vivre de ma passion, quoi. Donc j'ai arrêté mon métier de chauffeur de bus il y a pas longtemps, j'ai fait 16 ans au total. Ah oui. Et je suis arrivé à Paris en fait grâce à la RATP. D'accord. Voilà, c'est voilà, s'il y avait un truc de positif à dire, c'est ça, le reste on n'en parle pas. Voilà, et non mais je serais toujours reconnaissant vers la RATP parce que grâce à elle, j'ai pu venir m'installer ici, avoir un appart et tout pour faire venir ma famille. Et donc j'ai arrêté en fait à un moment, tu sais, c'est comme dans un couple, voilà, quand ça marche plus, voilà, on a décidé de se séparer d'un commun accord. Et après, j'ai décidé de voler vers vraiment mon rêve de vivre de ma passion de l'humour, quoi. Et donc là, grâce à Dieu, depuis quelques mois, je suis intermittent du spectacle. Et donc je continue, je joue un peu partout. Et puis mon spectacle principalement sur Paris, mais sinon je joue vraiment là où on m'appelle, tout simplement. Voilà. Et donc je m'éclate à faire ça. C'est une passion. Raconter des bêtises qui sortent de ta tête et t'entends les gens rire, ça fait du bien, quoi. Ouais. Les gens, ça leur fait du bien, et nous, ça nous fait du bien aussi, quoi. C'est un échange parfait. Mais Sofiane. Oui. Sans nous spoiler le spectacle. Oui. Moi qui vais venir. Avec plaisir. Parce que tu m'as invité. Tu seras la bienvenue. J'arrive. En plus, c'est 3 jours avant mon anniversaire. Ah, magnifique. Donc je viens. Magnifique. Sûr. On en parlera. Tu parles de quoi? Vraiment, c'est moi je suis beaucoup dans l'humour d'observation, donc c'est des choses que j'ai observées forcément sur mon métier de chauffeur de bus parce que c'est un métier tellement c'est le miroir de la société en fait, parce que dès le matin tu commences, tu vois, tu peux travailler sur n'importe quel horaire, tu peux te retrouver à commencer le premier bus à 5h du matin et faire le dernier à 2h du matin, tu vois, voilà. Et en fait, les gens, la première personne qu'ils voient dans leur journée, c'est le chauffeur de bus, et le dernier, c'est le chauffeur de bus aussi. Donc quelque part, on est le miroir de la société. Dans le bus, t'as des gens, t'as les scolaires, tu vois, qui vont à l'école, au lycée, au collège, tout ce que tu veux, tu vois, université et tout. T'as les gens qui vont travailler, t'as les gens qui cherchent du travail, t'as les gens qui sont pas de la ville, qui viennent découvrir un petit peu, visiter. Donc c'est vraiment une vision sur le monde qui est vraiment super. Tu rencontres des gens de tous les styles. On va dire 95% des gens, ça va être genre vraiment neutre. C'est juste des gens qui montent, qui descendent. C'est réglé. Les 5% restants, c'est autre chose. T'as, on va dire, 2,5%, c'est des gens adorables qui vont venir discuter avec toi. Il va y avoir un vrai échange positif. Et les 2,5% restants, c'est les Parisiens. Voilà. On va dire, c'est les gens qui sont vraiment, qui font la gueule. J'exagère quand je dis Parisiens, parce qu'à Clermont-Ferrand, j'en ai rencontré. À Bordeaux, j'en ai rencontré. J'ai fait les 3 villes dans ce métier. Et il y a des gens qui sont vraiment méchants, en fait, quoi. Moi, j'ai une question justement. Est-ce que tu as déjà vécu la violence en tant que conducteur? Alors oui, une fois vite fait. Dieu merci, j'ai subi. Ouais,
j'y étais confronté. Voilà, quand même, il y a beaucoup en ce moment, voilà, il y a encore un gars l'autre jour dans le 78, je crois, qui a été passé à tabac par 3 ou 4 personnes, et ils ont montré donc la personne qui a fait une vidéo pour dénoncer ça, elle a montré le poste de conduite et on voyait des traces de sang. Ouais, mais voilà. Et carrément, il y avait genre comme presque une flaque de sang. C'est quand même choquant. Donc oui, c'est un métier malheureusement exposé à la violence. Moi, j'ai eu à faire beaucoup. Dans le spectacle ou pas? Ou non, c'est pas un sujet que Si j'avais quelque chose de spécifique à dire là-dessus, je le dirais, mais honnêtement, j'ai pas de blague dessus. Moi, le seul truc en fait, c'est je l'ai vécu une fois avec un cycliste. Une fois, on s'est embrouillé. Et le gars, genre, il a profité que j'ai ouvert tu sais, la petite vitre sur le côté. Il a profité que j'ai ouvert la vitre pour, genre, il voulait me mettre une tarte. Heureusement. Ah ouais, je te jure. Heureusement, j'ai enlevé ma tête. Du coup, il m'a juste touché l'oreille. Mais vraiment, je l'ai senti. J'ai dit, ah ouais. Et du coup, après, on discutait et tout comme ça. On était en train de se chauffer. Et je me disais, mais t'es bête. Ça fait 10 secondes, son visage, il est à ta portée. Donc, pouf, je lui en ai mis une aussi, tu vois. Voilà. Moi, par contre, j'ai pas raté le visage. Moi, je l'ai eu en face à face. Voilà. Parce que le gars, hein. Vous avez le droit? Là, franchement, je me suis défendu parce que le mec, il m'a frappé. En fait, en gros, c'est un gars qui passait par un endroit piéton et je l'ai engueulé parce que il m'a engueulé au début parce qu'il me dit ouais, c'est à moi de passer et tout, genre c'est moi qui ai la priorité. Je dis mec, tu débarques du trottoir. Il y a pas de priorité en fait, t'es censé être un piéton, t'es sur ton vélo, déjà t'as pas le droit. Normalement, c'est pied à terre, tu vois. Mais de toute façon Sofiane, excuse-moi. Dans tout ce qui est bus, il y a des caméras. Ouais. Il y a notamment une visière. Alors normalement oui. Maintenant oui. À Bordeaux, moi il y avait pas. Ouais. Là, à Paris oui. À Paris, tu vois, voilà. Mais là, lui, il avait accès entre guillemets à moi. Et surtout, j'ai ouvert la vitre pour lui parler. Moi, j'étais pas parti dans la violence ou quoi. Et après, donc, il m'a agressé. Donc, je me suis permis de répondre tout simplement. Et après, il est reparti et tout. Et voilà, tu vois. Il y a pas eu de suite. Mais j'ai prévenu quand même mon chef et tout, au cas où il y a quelque chose. Parce que les gens, tu sais, comment dire, Hollywood rate les meilleurs scénaristes en fait. Tu vois, on a des scénaristes dans la vie, mais laisse tomber. C'est des gens, par exemple, le mec il arrive, il a pas de ticket de transport ni rien, et il dit et il va prendre le bus avec toi, machin. Il va prendre une amende. Et après, il va dire, ouais, vous auriez pu me prévenir qu'il y avait des contrôleurs. Toi, tu veux dire, désolé. Non, mais déjà, désolé d'une, je ne sais même pas où ils sont. Ça, c'est important à dire. Les gens, les contrôleurs, on ne sait pas où ils sont. Vraiment. Nous, on sait pas. Et derrière, le mec, quand il va appeler, parce que tu vas lui dire, bah, je suis désolé, vraiment, machin, il est capable d'appeler derrière pour dire, le chauffeur m'a insulté, le chauffeur m'a ci, le chauffeur m'a ça. Donc, les caméras, tout ça, c'est super important. Et, ah mais vraiment il y en a, ils abusent, hein. C'est vraiment abusé. Donc on est confronté à la violence. Moi je te dis juste cet épisode là du cycliste. D'ailleurs s'il nous écoute, bisous à sa maman. Et voilà, juste non vraiment c'est quelqu'un parce que ça a été de la violence gratuite quoi. Je lui ai juste expliqué, je dis mais tu n'as rien à voir avec la priorité, en fait, t'es sur le trottoir, t'es sur un vélo, t'as même pas le droit d'être là, et en plus tu m'engueules derrière. Je dis mais t'es sérieux toi? Donc après il est parti sur de la violence physique parce que malheureusement il y en a, ils sont un peu, tu sais, j'ai l'impression les cyclistes plus ils sont équipés, plus ils sont bêtes. Tu vois, tu le voyais, lui il avait toute la panoplie, le casque, le truc, les protège-genoux, tout ça. Bon malheureusement il y a rien pour protéger son cerveau, mais bon c'est pas grave. En tout cas, voilà, je t'ai dit, tu vois, vous m'avez rappelé ça, je pensais pas en parler, mais du coup ça me l'a rappelé. Et c'est vrai que vraiment c'est un métier qui est confronté à la violence, mais c'est marginal. Enfin dans mon cas en tout cas, grâce à Dieu, c'était marginal. Après, en région parisienne, c'est autre chose. Hein. Moi, j'ai eu de la chance, j'étais dans des endroits cool. On parlait des contrôleurs que je salue au passage et que je remercie de bien faire leur travail. Merci à eux. Non, sérieusement, merci à eux. Parce que je me suis retrouvée dans des situations et je les remercie d'avoir su faire leur travail. Merci à eux au passage. Non, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Moi, j'ai été dans ce métier-là. Évidemment, j'extrapole un petit peu parce que forcément, voilà, c'est la déformation professionnelle en tant qu'humoriste. Mais c'est vrai qu'il y a des gens super dans ces métiers-là. Moi, j'ai rencontré, tu vois, dans les équipes de contrôleurs, c'est vrai que t'as les gars sympas et t'as les cow-boys, tu vois. C'est les gars, ils veulent vraiment rien entendre et tout. Et il y a des gars sympas qui prennent le temps d'écouter les gens. Des fois, il y a des gens, par exemple, ils débarquent d'un autre pays. C'est même pas d'une autre ville. Ils débarquent d'un autre pays. Ils achètent un ticket. Mais ils ne savent pas qu'ils doivent le valider. Donc, ils sont sincères et tout. Et derrière, t'as les gars, ils vont arriver, t'as les compréhensifs qui vont dire, oui, pas de problème, la prochaine fois, vous saurez, il faut, voilà. Et t'as les gars qui vont faire, non, je m'en fous. T'as pas validé, tu prends ton amende. Et la personne, elle paye son ticket plus une amende. Et là, franchement, je trouve que c'est injuste. Donc, il y a des bonnes personnes et des mauvaises chez les chauffeurs, chez les contrôleurs, chez les clients. Il y a de tout. On va laisser la RATP tranquille. Sofiane. Oui. En tant qu'humoriste. Dis-moi. Une question. Dis-moi. Peut-on rire de tout? Alors, franchement, pour moi, oui. Vraiment, on peut rire de tout, mais ça dépend de la façon dont c'est fait. Je vais pas te dire ça dépend avec qui, machin, ça c'est un classique, mais je pense que ça dépend de la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que n'importe quel sujet peut être traité à partir du moment où c'est fait avec une plume, comment dire,
genre tu vois comment dire, faut faire attention à ne pas faire mal aux gens, faut que ce soit pas une attaque ou je sais pas, mais tu peux parler de tous les sujets, absolument tous, à partir du moment où c'est fait avec talent, tu vois. Et évidemment, très peu de gens sont capables, tu vois, à l'époque Desproges, Pierre Desproges et tout, il traitait des sujets de fou. Lui, il avait un talent mais incroyable. Il traitait des sujets que vraiment aujourd'hui on n'oserait même pas aborder, et il le faisait avec une finesse. Tu pouvais pas le taxer d'antisémite ou de je sais pas d'islamophobe ou machin, parce que c'était fait avec talent. Et à l'inverse, un sujet tout à fait banal, tu peux parler je sais pas moi, d'une fabrique de pain de mie, et si tu le fais avec les mauvais termes et tout, au contraire, on sent le mauvais chez toi, tu vois. Moi, je me rappelle, j'ai déjà assisté à des trucs, des passages sur scène où le mec il parlait d'un sujet lambda, mais on sentait le mal en lui. Ben c'est ça en fait, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la bienveillance. Si Toujours. On regarde ton petit flyer, oui. Je vais me permettre de lire un commentaire pour cette fameuse question, peut-on rire de tout? Un commentaire qui est anonyme. Alors, pardon aux spectateurs quand même pour les termes employés. J'aime pas les Arabes, mais lui je l'aime bien. Alors ça évidemment c'est juste, alors évidemment ça c'est, non c'est un clin d'œil, à une partie du spectacle, évidemment, c'est pour déconner, c'est en vrai ça c'est un classique. Moi j'ai un sketch dans le spectacle où je parle du racisme et j'en arrive à demander, en fait je fais un classement de, comment dire, des phrases racistes entre guillemets. Je dis que une des solutions pour lutter contre le racisme, ce serait de faire l'équivalent du Nutri-Score, qui s'appellerait le Raciscore, avec des lettres. Et du coup, quand j'arrive à la lettre B, je dis, c'est la fameuse phrase que tout le monde a déjà entendue, le fameux « j'aime pas les Arabes, mais toi je t'aime bien ». Et je demande toujours, parce que je parle pas vraiment, pour moi c'est je parle pas seul dans le spectacle, c'est un échange, c'est du spectacle vivant, donc les gens font partie du spectacle. Je demande toujours par applaudissement qui a déjà entendu cette phrase. Et ça ne rate jamais. J'ai toujours une grosse partie de la salle qui applaudit. Que ce soit des gens racisés ou pas. Bien sûr. Voilà. Et après, je rappelle, donc je fais une petite blagounette derrière, je rappelle, je dis, vous inquiétez pas, je parle des Arabes, mais je laisse personne sur le carreau. Ce qui est bien avec cette vanne, c'est que c'est un petit peu comme l'iPhone, elle existe également en noir. Voilà. C'est ça. Parce qu'on vit la même chose au final, tu vois. C'est les gens qui sont capables de dire ça, mais c'est quand même incroyable. Moi, je me rappelle, je travaillais dans le milieu agricole à un moment, et il y a une dame, la première fois de ma vie que j'ai entendu cette phrase, c'est une dame qui m'a dit, tu sais, j'aime pas les Arabes, mais toi, je t'aime bien. J'avoue, cette phrase, elle passait vachement bien. Ouais. Dans le sens où, vu qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde condamne tout le monde pour ça, moi, je sais que, enfin, je suis de la génération 80. À l'époque, moi, j'avais une collègue qui m'avait sorti ça à l'époque. Aujourd'hui, ça passerait plus. Mais elle m'avait dit, je suis pas trop noire, mais toi, je t'aime bien. Et, bon, bah, à l'époque, j'avais 20 ans, etc. Bah, j'ai laissé, puis on en a même ri avec les collègues. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Les gens, ils prennent plus les choses de la même manière. Ça passerait pas. À juste titre. Moi, je vais donner un avis là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui sont racistes et il y a des gens qui s'expriment pas bien. Mais moi, je pense qu'elle était pas raciste. Il y a beaucoup de maladresse. Il y a beaucoup de maladresse, en effet. Il y a beaucoup de maladresse et après, ça monte très vite dans les tours. Et les gens disent que c'est du racisme, du coup. Il y a une question de goût. On peut avoir une préférence pour les Arabes, comme on peut avoir une préférence pour les Noirs, comme on peut avoir une préférence pour les Blancs. Mais il y a des personnes qui ont cette maladresse de dire, moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça. C'est la généralisation en fait le problème, tu vois. J'aime pas les Arabes, tu vois, ou j'aime pas les Noirs, mais tu généralises en fait. C'est pas possible en fait. Il y a des gens bien chez tout le monde en fait, et des gens mauvais chez tout le monde. Exactement. Il y a de tout évidemment. C'est l'être humain en fait qui est bon et mauvais. C'est les deux, c'est l'être humain. C'est pas voilà, tu ne trouveras pas une origine, une nationalité, une couleur, une religion, n'importe quoi. Tu trouveras pas un truc 100% bon ou 100% mauvais. Il y a de tout, tu vois. C'est comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui la parole elle s'est décomplexée, tu vois. Le racisme et tout s'est décomplexé. Et l'autre jour, j'en parlais dans une vidéo. En fait, j'ai eu un cas où le mec était maladroit. Et je pense que il est pas raciste, mais c'est très maladroit. C'est-à-dire qu'on parlait comme ça, il m'a vu sur scène et c'était dans la ville du Mans. Et il m'a dit c'était très bien, bravo et tout. Et il m'a dit est-ce que vous jouez un peu partout ou est-ce que juste vous venez au Mans comme ça? Et je dis non, moi je joue là où on m'appelle, comme je vous disais tout à l'heure quoi. Et après il m'a dit ok d'accord. Et je dis oui ben là il y a 15 jours j'étais à Lille. Et après il me dit Lille, ça doit être plus dur pour vous là-bas non? Et déjà je dis oh là, tu sais, tu sens le truc venir, on est d'accord, tu sens la dinguerie. Je dis tu sais, j'ai voulu tirer le fil, je dis ok, tu sais, je me suis dit peut-être il a une connaissance pointue du stand-up et il sait que à Lille il y a beaucoup d'humoristes, donc il veut parler de la concurrence. Genre il y a beaucoup d'humoristes, donc ça doit être plus dur. Et là j'aurais dit oui sans problème. Du coup je dis oui, pourquoi? Tu sais, j'ai voulu voir un peu où il allait et il m'a répondu sans pression parce que les Arabes c'est pas ce qui manque là-haut.
Magnifique, hein, magnifique, J'aime. magnifique. Alors du coup, j'ai pas pensé à prendre son numéro pour qu'il soit mon co-auteur. C'est dommage. J'avais vraiment une pépite là. Non, mais il y a des gens qui sont comme ça, tu sais. Il y a une anecdote que j'ai racontée aussi sur le. Et je pense que c'est pas du racisme, tu vois. C'est vraiment juste de la bêtise. De la bêtise. Moi, une fois, j'ai eu un truc. Je me permets si on a 2 minutes, voilà. Juste, voilà, une fois, j'étais logé dans un gîte. Et j'arrive là-bas, donc je précise, c'est important. J'étais allé avec un pote à moi qui avait organisé le spectacle et donc qui me logeait dans ce gîte-là. C'est lui qui s'occupait de l'hébergement. Et mon pote, il est antillais tahitien, donc il est noir, tu vois. Et je pars avec lui et tout. On arrive dans ce gîte, on voit un monsieur blanc, classique et tout. J'arrive, je dis bonjour, Sofiane, enchanté. Et après il me répond bonjour, Mohamed. Après, je dis, ok, bah, il s'appelle Mohamed, tu sais, je me suis dit, peut-être il est kabyle. Il y a des kabyles, par exemple, tu jurerais que c'est des Français, tu vois, genre, ils ont un faciès plutôt occidental. Et après, il rajoute Ali. Genre, sa blague, c'était Mohamed Ali. Ah, d'accord, ok. Donc, je dis, ok, bon, très bien, passons, tu vois, tu sais, un peu comme toi avec ta collègue, genre, allez, c'est bon, je relève même pas, tu vois. Des fois, faut pas. Voilà. On continue, et tout ce que je vous raconte est vrai, hein. On continue et tout comme ça. Il me dit, bon, alors demain matin, t'as le petit déjeuner ici, il y aura tout ce qu'il faut, du tagine, du couscous. Et je leur ouais, il a coutume dans non, mais vraiment, je dis, non, là, là, ça commence à monter un peu. Tu rigoles, mais je suis resté, ouais, voilà. Tu sais, genre, tu essayes de faire bonne figure et tout. J'ai ok, calme. Là, je vois son chien. Et son chien, il est noir et tout. Et je lui dis, il est beau votre chien. Et il me dit, oui, ouais, c'est mon chien et tout, machin. Et après, il regarde mon pote et il fait, ouais, j'ai rien contre les noirs. Ah ouais, d'accord. Donc, tu vois, ça commençait vraiment à aller loin. Son humour, qui lâche pas. Mais c'était trop. C'était trop. Ah, mais là, là, beaucoup trop. Là, c'était trop parce que c'était même pas marrant. C'était juste offensant. Et après, je dis, allez, tranquille, allez, c'est bon, je dois dormir encore là-bas ce soir. Donc, tranquille. Et je le regarde, je lui dis, je vois que vous avez un livre d'or. Tu sais, les livres d'or et tout dans les restos, dans les hôtels et tout. Je vois que vous avez un livre d'or, je vous laisserai un mot demain matin. Tu sais, je voulais changer de sujet en mode, allez, on y va, on enchaîne. Et après, il me regarde, il me dit, parce que tu sais écrire, toi? Ah oui, non, mais là c'est plus de l'humour. Alors, là, par contre, là, j'ai switché. Là, je suis passé en mode, ok, pas de problème, tu viens de te transformer en cible. Je dis maintenant, la prochaine fenêtre de tir que j'ai, elle est pour toi. Et là, on sort, comme ça, je me dis, prochaine occasion, boum, je lui balance un truc. Et je vois le chien et tout, j'essaie de le caresser comme ça, et je vois, il est un peu craintif, tu vois. Et je lui dis, votre chien, il est un peu craintif, non? Et il me dit, oui, c'est parce qu'on l'a trouvé à la SPA. Et du coup, je dis, c'est bon, j'ai trouvé la fenêtre de tir. Je regarde, je dis, vous aussi, on vous a trouvé à la SPA ou pas? Je dis, tu sais, c'est pas méchant. Et je le vois, son visage, il change. Mais parce que je savais pas, en fait. Son visage, il change, il me regarde, il me fait, non? Tu sais, vraiment choqué. Et je me dis, tu sais, on est d'accord, sa réaction, elle est exagérée. Vu toutes les horreurs qu'il m'a balancées avant. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir même, je discutais avec mes potes, et ils m'apprennent que ce gars-là, en fait, il était adopté. Donc j'ai malheureusement tapé juste sans le vouloir. De toute façon, son humour, ça relève un peu du mal-être. Hein, mais là c'était trop là. Et donc voilà, donc tu vois, c'est des gens, ils sont pas racistes, mais ils sont bêtes et maladroits. Et je pense aussi, j'ai peut-être employé à mon tour un terme qui est maladroit. Pour moi, le racisme, il est cosmopolite, parce qu'il y a du racisme aujourd'hui qui est anti-noir, qui est anti-arabe, qui est anti-blanc, qui est anti-asiatique, qui est anti-Chabin Chapine, qui est anti-Saint-Mêlé. Il y a du racisme anti-ethnique aussi. Ouais, partout. Ben voilà, mais t'as des racistes chez les blancs, chez les noirs, chez les asiatiques, chez tout le monde. Le racisme, ça fait partie des tares de l'être humain, pas d'une catégorie de personnes. Tout le monde peut être raciste, malheureusement. Il y en a dans toutes les sociétés. Il y en a, mais dans tout. Tu verras jamais un truc. Tu sais, moi, j'ai même entendu un truc, je te coupe 2 secondes, excuse-moi. J'ai juste entendu un truc une fois qui m'a choqué. J'ai vu qu'il y avait du racisme, genre, tu vois, par exemple, entre les Japonais et les Philippins. Parce que les Japonais sont très blancs et les Philippins sont beaucoup plus bronzés. Et du coup, il y a un racisme entre eux. Il y avait un humoriste qui en parlait, qui disait, j'ai fait une pub avec un Japonais, un Philippin et tout. Et le Japonais, je le voyais, il l'aimait pas l'autre. Et je le regarde, je lui dis, tu sais, genre, entre guillemets, vous êtes tous les deux asiatiques, pourquoi tu fais ça? Et il l'a regardé, il lui a fait. Et encore, tu parles de deux pays différents. Ouais. Mais dans le même pays. Moi, qui vas souvent en Asie, au Laos, les Laotiens du Sud et ceux de Vientiane qui sont très blancs, ne sont pas aimés. Ceux du Sud sont très noirs. Donc t'as ça chez les Indiens aussi, les Indiens très noirs. Évidemment, il y a des castes et tout. Mais ça, c'est comme notamment aussi dans les dom-toms. Tu vas en Guadeloupe, il y a la Austère, il y a la Basse-Terre. Mais tout ça, c'est une question d'économie. T'as les Guadas indiens, t'as les Guadas, les Békés. Il y a plusieurs, il y a les Rastafari. Ça, c'est tout est une question aussi de sociale et d'économie qui font que ça crée des
on va dire des disparités. Oui, voilà. Mais c'est pas grave, on est différent, c'est pas pour autant qu'on est meilleur qu'un autre. Bah, bien sûr. On a tous nos comment dire, nos spécificités. Et en vrai, on peut tous vivre ensemble, tu vois. Le vivre ensemble, en vrai, c'est ça. Moi, c'est ça le message, du coup, à la fin de mon sketch. Absolument. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Mais oui. On n'a pas le choix. On va pas se remettre, tu sais, on va pas prendre une décision de demain, allez, chacun chez soi. Déjà, chez soi, ça veut dire quoi? Parce que si tu remontes bien, même les racistes, les purs racistes et tout, tu vas remonter un tout petit peu, tu vas voir qu'en fait, il a des origines rebeu ou renois, tu vois. Il y avait un suprémaciste blanc, une fois, dans une vidéo, je l'ai vu. Il était dans une émission et tout aux États-Unis. Il disait, voilà, moi, c'est white power et tout. Et ils ont dit, ok, pas de souci, white power. On va te faire un test ADN. Ils l'ont fait. Le mec, il avait des origines d'Afrique. C'est un truc de fou, quand même, tu vois. Donc, en vrai, c'est n'importe quoi. On doit vivre ensemble parce qu'on n'a pas le choix. Et ça veut pas dire de vivre ensemble les uns chez les autres. On est dans la même société, chacun chez soi, donc à la maison et tout, il y a pas de souci. Mais dans la société, on vit ensemble, on avance et puis on va se nourrir des richesses et des différences de chacun. Faut arrêter de se mettre des barrières comme ça, tu vois. Moi, j'ai joué une fois mon spectacle dans un coin. Le mec, il m'avait prévenu, il m'avait dit bon, sois le bienvenu pour le spectacle. Je pourrais pas être là malheureusement, donc c'est l'organisateur. Et il m'a dit mais je te préviens, ça vote très à droite, genre vraiment à l'extrême droite. Et j'ai explosé de rire parce que moi je savais pas. Ma première partie c'était une femme voilée. Donc j'ai dit ça va être rock'n'roll ce soir, ça va être magnifique. Eh ben je te jure, moi je partais avec des a priori, comme les racistes et les intolérants ont des a priori. Eh ben je te jure que ce soir-là, la femme voilée elle a cartonné. Mon spectacle ça a cartonné. On a mangé avec eux derrière et on a vécu ensemble ce moment et j'ai trouvé ça beau. Et je l'ai rajouté un peu quand je le fais sur scène et tout. Je raconte ça et après je dis, donc je fais une petite blagounette. Après forcément je suis obligé de faire des vannes derrière. Je dis en vrai, ça me donne de l'espoir parce que je me dis si l'extrême droite passe dans quelques années au pouvoir, le jour où ils vont virer tous les noirs et tous les arabes, j'espère qu'ils vont se dire Sofiane et sa pote, ils étaient marrants quand même. Tu vois, que ça me sauve en fait derrière. Et en vrai, j'en rigole, mais c'est pour dire on peut vivre ensemble. En vrai, tu sais, on dit tout le temps vivre ensemble et tout, on pense genre aux blancs, aux noirs, aux arabes, aux asiatiques, etc. Mais on pense pas aux racistes en vrai. Même eux, on peut vivre avec eux, on peut vivre avec tout le monde. Mais c'est pas qu'on peut, on vit ensemble. De toute façon, il y a on pas n'a pas le choix. En France, on est d'accord. C'est pas comme si on était dans d'autres pays. On a la chance de toute cette richesse ici. Donc en vrai, c'est un pays qui est riche en fait de sa diversité culturelle et malheureusement on le met pas assez en avant. Et les médias, tu vois, tu en parlais tout à l'heure, Amadi, vraiment les médias, ils ont contribué à ça depuis Charlie Hebdo surtout. Ils ont contribué à cette libération de la parole islamophobe et tout. Là encore, je crois il y a quelques jours là, il y a un mec au Canada qui s'est fait. Faut voir qui est aux commandes des grands médias télévisuels en tout cas. Ben c'est malheureusement c'est comment dire. Il y a pas beaucoup de diversité d'opinion quand tu regardes l'arbre organisationnel des grands médias. Oui, mais il y a surtout pas d'intégrité malheureusement, tu vois. Faut se dire aussi que voilà, on a quand même en France, et là on va venir sur un thème qui est socioculturel et également politique, si je peux dire aussi un peu géopolitique peut-être, les journaux sont rachetés par la gauche, sont rachetés par la droite. Il y a des moyens de communication qui nous influencent dans nos jugements par rapport aux autres, même dans certaines pubs, certaines choses qui influencent nos esprits à réfléchir. Premièrement, pour la consommation, mais également pour le regard de nous tous. Comment on s'observe, comment on se voit, tout ça. Et ça joue beaucoup aussi. Libération, c'est de gauche. Figaro, c'est de droite. Tout ça compte, c'est un Mediapart. Et ils vont mettre l'accent sur des choses qui les arrangent au final, tu vois. Moi, j'avais vu ça dans un James Bond, je crois que c'est Demain ne meurt jamais. J'avais vu c'était l'histoire d'un gars, donc c'était un gars genre vraiment une grosse tête dans les médias, tu vois, un gros bonnet et tout des médias, qui faisait exprès genre de trafiquer les infos pour s'enrichir au final, tu vois. Donc là aujourd'hui, on a un petit peu ça aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant ce qui les arrange et puis le reste, ils vont le passer sous silence et tout. Il y a plein d'histoires comme ça. Moi, je te dis vraiment, c'est triste de voir ça, mais c'est ce qui nous empêche de vivre ensemble au final, parce qu'il y a des gens qui écoutent ces trucs-là et qui prennent ce qu'ils disent pour argent comptant. Il y a des gens, ils n'ont jamais vu de noir, jamais vu d'arabe de leur vie, mais ils les aiment pas. Oui. Et parce que c'est l'image qu'on leur montre aussi. Exactement. Ceux qui sont dans leur petite campagne et qui ont même pas de noirs dans leur village, t'en as plein en France. Mais du coup, quand ils allument leur télé, la première chose qu'on leur montre, c'est la violence, les voitures brûlées, les trucs comme ça. Machin au truc, le petit vieux, il est là, il a peur, il dit oh là là, les noirs et les arabes, ils sont comme ça. Non. Voilà, c'est normal. C'est ça en fait, c'est l'image, hein. C'est voilà. Sofiane. Oui. Mon spectacle parle pas que de racisme. Je te jure qu'il y a des bons trucs. Je te promets. Là, on a fait un quart d'heure dessus. Non, vraiment, mon spectacle, il est pour tout public déjà. C'est sans vulgarité et tout. Et je veux qu'on rit de tout. Justement, le spectacle s'appelle Légèreté. Et
je veux qu'on rie de tout, donc je parle du métier de chauffeur de bus, je parle de mes voyages au Maroc en voiture, tout ça, des femmes. Je fais un grand hommage aux femmes dans le spectacle et tout. Je parle tout un morceau sur elles, et vraiment j'ai envie qu'on se sente bien. Et pour te résumer un peu ça, il y a une dame une fois, j'avais joué dans le Tarn-et-Garonne, dans le 82, qui m'avait dit. Elle m'a fait un retour sur le spectacle et c'était tellement beau ce qu'elle m'a dit que je lui ai demandé l'autorisation de le réutiliser derrière. Elle m'a dit, vous nous faites rire avec la vie de tous les jours en nous faisant oublier la vie de tous les jours. J'ai trouvé ça magnifique. Même une attachée de presse aurait pas trouvé ça, tu vois. C'était trop bien, ça sortait du cœur. Dans de la métaphore, dans de la paraphrase, dans de l'oxymore, il y a quelque chose de comme ça, là. Je vais juste revenir à Amadi. Amadi, est-ce que on tourne? Yes. Amadi, donc, toi, en dehors d'écrire des livres, sur tout ce qui est social, hein, dans un sens, social. Pour celui-là, ouais, pour ce bouquin-là, en tout cas. J'aimerais qu'on. Après, c'est de la fiction, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Je suis pas sociologue, donc c'est un ouvrage qui a avant tout vocation à être un ouvrage de fiction dans le sens classique du terme, avec des personnages, j'espère, attachants. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a un fond social dans le livre assez présent, quoi. J'aimerais qu'on revienne sur pas ton bouquin, l'autre que tu as porté avec toi, sous les mains Loyal, Froid comme la morgue. Ouais. Et j'aimerais que en fait, dans un sens, celui-ci, c'est un polar. Ouais, c'est un vrai polar, ouais, dans la tradition du polar, quoi. C'est un vrai roman policier. En fait. Tu l'as lu, ouais. Ouais, je l'ai lu. Ouais. Est-ce qu'il y a une adaptation cinématographique de ce polar? Alors, pour l'instant, non. Mais c'est vrai que Suleiman a aussi la casquette de réalisateur, puisque il a aussi cette casquette-là. Il a réalisé des courts-métrages, il a fait partie d'équipes qui ont réalisé des courts-métrages, etc. Donc pourquoi pas une adaptation? C'est une question qui reste ouverte. Tu trouves qu'il est bien écrit, ce scénario? Ah ouais, carrément. Il est écrit comment? En BABA, ABABA? C'est écrit à la troisième personne. D'accord. Et c'est très très réaliste, c'est très punchy. Et je pense que ça mériterait d'être adapté en film, ouais, ça pourrait carrément être adapté en film. Ouais, tu penses que c'est quelque chose qui pourrait plaire? Bah ouais, carrément. Parce que, vu comment t'en parles, je pense que c'est un livre qui t'a beaucoup plu. Et moi, j'aurais aimé que tu donnes plus de détails. Ouais, mais je préférerais que ce soit Suleiman qui le fasse. Moi, je suis venu, je présente son bouquin dans les grandes lignes. Après, je veux pas le spoiler non plus. Donc j'ai dit, hein, l'intrigue, ce que c'était que l'intrigue, en fait, c'est des policiers qui se trouvent un petit peu pris à la gorge parce qu'ils sont corrompus. Et ça se passe dans le milieu des sans-papiers, dans le 18e arrondissement. Porte de la Chapelle. Voilà, ça se passe dans le 18, dans là où il y a des foyers africains, etc. Et voilà, je veux pas spoiler son histoire. Voilà, je préférais que ce soit Suleiman qui délivre ce qu'il a envie de délivrer. Donc les personnes l'achètent, du coup. Et qui garde pour lui. Mais voilà, mais c'est vraiment un polar très vivant et qui vaut le coup d'être lu. Donc c'est chez Calam Édition. Vous pouvez taper Calam Édition sur Google, vous le trouvez assez facilement. Voilà. Et en dehors de ton côté écrivain, est-ce que tu as d'autres projets à côté de tout ça? Tu veux dire dans ma Est-ce que ton livre, par exemple, t'aimerais que ça vienne un film? Alors moi, je te dis honnêtement, c'est pas du tout pour ça que je l'ai écrit. Ouais. Moi, je suis vraiment dans l'objectif d'écrire d'autres livres, donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Maintenant, s'il y a un réalisateur ou un metteur en scène qui m'approche, je serai pas fermé à l'idée, mais c'est pas du tout mon objectif. Moi, j'ai pour objectif que ma littérature soit lue, qu'elle soit partagée avec des gens dans le sens classique du terme, en fait. Hein. C'est un bouquin qui a sa propre vie. Après, s'il y a quelqu'un qui s'y intéresse pour faire un film, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je l'ai pas du tout écrit dans ce but-là, en tout cas. C'est le seul bouquin que tu as écrit ou tu en as écrit d'autres? C'est mon premier. Et là, je suis en train d'écrire le deuxième. Là, je suis sur l'écriture du deuxième en ce moment. Ouais. Ce premier bouquin, je me permets, tu l'as écrit à quel âge? Alors, ce premier bouquin, il y a une série de nouvelles que j'ai écrites il y a plusieurs années. D'accord. Et les plus récentes, qui constituent la majorité du livre, en fait, je les ai écrits dans les 2 ans qui ont précédé la sortie. Voilà, donc là je suis sur mes 49 ans, donc tu retires, ça fait... Ouais, moi je les sens bien. Il y a des lumières qui me trahissent, des fois. Et du coup, ouais, je l'ai écrit entre 45 et 49 ans, mais les premières nouvelles, je les avais écrites il y a plusieurs années. Mais c'est des sujets intemporels en vérité. Tu vois, l'islamophobie, malheureusement, depuis le moment où j'ai parlé enfin, en tout cas, la nouvelle se situe au moment vraiment de ce qui s'est passé au Bataclan, etc. Malheureusement, ça fait que empirer. En vérité, c'est vrai que c'est complètement décomplexé. La parole raciste aujourd'hui en France, elle est complètement décomplexée. Après, moi, dans les années 80, j'ai la mémoire que c'était très très chaud aussi. Hein. Il y avait les skins dans les années 80. Ah, oui. Il y a nos grands qui les ont chassés de Paris et tout. Moi, je suis né en 76. Mais les gens osaient moins quand même. Mais en fait, la cave, non, mais en fait, aujourd'hui, c'est dans les médias. C'est carrément, on se permet de sortir des raccourcis sur les musulmans. Je parle beaucoup des musulmans, mais il n'y a pas que les musulmans. Mais je veux dire, c'est flagrant, c'est complètement dingue.
Nous, on est adultes, on a une pensée réfléchie, j'espère. Pour la plupart d'entre nous, on prend du recul, on lit. Mais je me dis, je suis un adolescent, j'habite en province, dans un petit village où il n'y a pas de noirs et d'arabes, comme tu disais tout à l'heure. Je veux dire, tu regardes CNews, BFM, ça s'améliore un petit peu, mais CNews, c'est chaud. Bah là, l'autre jour sur CNews, je crois que c'est CNews, si je dis pas de bêtises. Honnêtement, c'était Paul Amar. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Paul Amar, ou pas? J'ai suivi. Et je crois que la phrase c'était un truc du style en 2050 il y aura plus de musulmans que de chrétiens en France. Voilà, et le combat ne fait que commencer. Wow. C'est un jeu vidéo. Lui. Là c'est grave. Hein. Tu vois, tu parles de combat parce qu'il y aura des musulmans. Là c'est grave. Là c'est plus grave encore que de parler de grand remplacement et tout. Tu vois, je pense que ça, c'est des sujets qui sont extrêmes parce qu'en vérité, en France, ce sera toujours cosmopolite. Oui. Et la France, si on revient à l'histoire de France à la base, il y a eu l'Empire byzantin, l'Empire ottoman, tout ça. Ça, c'est récent. Dans l'histoire de France. Ouais, c'est un peu plus... écoute, c'est un pays quand même qui est et qui restera catholique déjà rien que pour ses architectures dans les églises, les cathédrales. Par contre, effectivement, il y aura toujours le côté cosmopolite. Oui, c'est normal. Arabe, noir, blanc, asiatique. Et ça, heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, la France, c'est ça aussi. La France, c'est tout ensemble. Sinon, ce serait pas la France. Moi, j'irai plus loin que toi. D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin de ça à un moment donné. Dans une nouvelle, je vais pas non plus vous spoiler mon propre livre. Mais je parle à un moment de la diversité de la France avant même que tu parles d'immigration. Parce que c'est quoi un vrai Français? Maintenant, si tu veux, on retire l'histoire de l'immigration. C'est-à-dire, quand je parle d'immigration, on va dire l'immigration récente. Retirons, grosso modo, l'immigration du XXe siècle, les Espagnols, les Italiens, les Portugais, puis plus tard les Arabes, les Subsahariens, etc., les Antillais aussi qui sont venus avec le Dom-Dom, tous ces trucs-là. Retirons tout ça. C'est quoi un vrai Français? Est-ce que tu penses qu'un Ch'ti, il a quelque chose à voir avec un Breton? Est-ce qu'un Breton, il a quelque chose à voir avec un Occitan? Ils parlent pas la même langue. Ils parlent pas la même langue. Ils mangent pas la même nourriture. Ils mangent pas la même nourriture. Ils ont pas les mêmes influences. Un Méditerranéen, il est beaucoup plus près culturellement parlant que quelqu'un qui va habiter le nord de l'Espagne, etc. Oui, mais justement, c'est encore autre chose. Les Bretons, ils sont de culture celte, donc déjà la France en elle-même, c'est un mélange. La France en elle-même, c'est déjà un mélange. Leur culture. Moi, ça me fait bien rire quand on parle d'un vrai Français. Déjà, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ça, c'est ça. Il n'y a pas de vrai Français. En vérité, on va pas débattre au niveau politique. Non, c'est pas politique. C'est pas du tout politique, c'est historique et culturel. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que, par exemple, ça, c'est des sujets, on peut pas les aborder juste. Sur Paris, il y a un argot. Sur Paris, on est d'accord, il y a un argot. Au lieu de dire métro, on va dire tromé. Et dans les zones rurales, c'est comme ça. Il y a un patois. Il y a des langages vernaculaires. Mais ça reste français. Ah ben oui, mais il y a des langages vernaculaires. Mais tu sais, tu pourrais parler d'Édouard Glissant. C'est comme si, par exemple, je pars en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, ils vont avoir un patois. Ils vont avoir ce truc qu'on a en France. Dans les petits villages. Il y a toujours des trucs comme ça, oui. Comme voilà, tu sais, regarde au Maroc, par exemple, t'as le berbère, tu vois, t'as les berbères amazirs, t'as les berbères du Souss, t'as tout ça. T'as plusieurs, c'est-à-dire, c'est le patois, voilà, c'est des dialectes et tout. Voilà, c'est ça. Tu vois, t'as Rif, t'as plein de choses et tout comme ça. C'est-à-dire que c'est un pays, en fait, qui est fait de différentes personnes, de différentes cultures, mais c'est ça qui fait la richesse du pays. En France, on a ça aussi. Exactement. Et en plus, aujourd'hui, le monde, tu sais, quand tu vois le prix des billets d'avion qui a vraiment chuté, tu sais, c'est facile de voyager aujourd'hui. En vrai, le monde, on peut pas dire que le monde, genre, chacun doit rester enfermé et tout machin. Tu vois, regarde, au Maroc, il y a des Asiatiques et tout qui viennent travailler, en Algérie aussi, je crois. Ils viennent travailler, ils parlent mieux arabe que les Marocains, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Et ils viennent et ils s'adaptent et tout. Et puis voilà, il y a pas de problème. On est là pour vivre ensemble. C'est le monde s'ouvre aux autres. Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut pas essayer de. Faut se mélanger. De toute façon, le mélange est important. C'est hyper important. Aujourd'hui, je mets vraiment au défi quiconque de prouver, genre, qu'il y a encore des gens, entre guillemets, de pure souche. Il y a pas, ça n'existe pas. Et ça ne veut rien dire en plus. Mais c'est leur cheval de bataille, tu vois. Ils sont en mode, non, moi je suis de pure souche et tout, ma famille, machin. Hormis certaines familles peut-être de nobles. Et encore, si tu remontes, regarde, mais tu vois, regarde, si tu fais le test ADN dont on parlait tout à l'heure, c'est ce que j'allais dire. Au niveau ADN, on descend déjà du singe. Donc systématiquement, dans notre sang, on a des racines de telle ou telle. Les premiers hommes, ils ont été, je crois que la trace la plus ancienne d'être humain, si je dis pas de bêtises, je crois bien que c'était au début, donc on savait que c'était en Afrique, et il y a quelques années là, ils ont dit que c'était à Rabat, au Maroc. Donc, ouais, je te jure. Ah d'accord. Il y a un truc qui date de, je sais plus, 300 000 ans ou un truc comme ça, ou plus encore, je sais plus. Enfin bref, j'ai pas les infos, je voudrais pas dire de bêtises, j'ai pas les infos exactes, mais en tout cas, il y a une histoire avec Rabat, que les origines de l'homme remontent en tout cas à ce moment-là. Donc, tu ne peux pas dire,
genre chacun dans machin. tous les cas, on vient sur le continent. c'est l'homme en fait, c'est logique, il est arrivé à un point et puis après ça s'est dispersé dans le monde. Oui, donc et puis voilà. au fur et à mesure que la Terre a évolué, les continents se sont détachés, il s'est passé beaucoup de choses qui fait qu'encore aujourd'hui, on a du mal à vraiment localiser où a été le premier humain. Quand on parle de Lucie, on dit c'est le premier humain. Mais le peu de fragments qu'ils ont retrouvés de cette femme, parce qu'apparemment, d'après les ossements, c'était une femme, et on n'en est pas encore sûr, on n'est même pas sûr que c'était elle la première. On a juste retrouvé des fragments de quelque chose qui laisse à penser que c'était elle la première. Quoi. Mais avant elle, c'était qui? C'est comme l'histoire de l'œuf et la poule. Qui est arrivé en premier? L'œuf ou la poule? Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Voilà. C'est un sujet tellement complexe. Mais tout ça, c'est scientifique. Les céréales ou après? Alors ça, par contre, on va pas être copains. C'est encore autre chose, ça. Histoire de casser le truc, quoi. Mais là, c'est des questions qu'il faudrait poser à des scientifiques que peut-être je ferai venir dans cette émission. Ce serait intéressant, d'avoir vraiment des spécialistes là-dessus. Parce que nous, on parle, mais bon, on n'a pas les qualifications, je pense, pour rentrer dans certaines choses. Alors, Rivoli, on revient à toi. Animatrice. Donc depuis plusieurs années, je suppose. Présentatrice, je dirais, non, plutôt. Ah, il t'a décrit comme une animatrice. Ah bah ok, s'il me décrit comme ça, il fait ce qu'il veut. Donc du coup, depuis plusieurs années. On va dire que j'ai commencé le premier pilote en 2015. D'accord. Ouais. Avec Dreboni, des Poetic Lovers. Je sais pas pour ceux qui ça parle, les Poetic Lovers. Ça me parle. Le groupe Darling, faisons l'amour ce soir. Donc Dreboni, un des membres qui a accepté l'invitation. C'est avec qui j'ai tourné le premier pilote du C'est Authentique. Moi, je me suis renseignée par rapport à ce qu'on m'a donné, par rapport à tes interviews, tout ça. Avant 2015, qu'est-ce que tu faisais? T'étais dans l'acting, t'étais dans la chanson? Pas du tout. Je chante par plaisir. Pour rigoler. Non, moi, en fait, j'ai toujours, on va dire, je suis rentrée dans le domaine communication, spectacle, on va dire, en 2012. Je travaillais chez Skyrock, en fait. Je suis rentrée chez Skyrock, mais après, je faisais des choses qui n'ont rien à voir. J'étais assistante de casting après, c'était plus des prods, mais mon pilote, en tout cas mon concept d'émission, c'est plus pour plaisir. Voilà. Donc j'ai mon travail jusqu'à maintenant actuel. Je travaille plus dans tout ce qui est radio, etc. Je travaille pour une agence et à côté de ça, je fais le C'est Authentique par plaisir, parce que moi je suis quelqu'un qui aime les personnes vraies, les personnes cash. Tous ceux qui me connaissent, ils savent je suis comme ça. Déjà moi, de base, je suis quelqu'un de très franc-parler, quoi. C'est mon truc. Et donc, c'est pour ça que je suis rentrée dans ce truc-là, parce que j'aime m'entourer de personnes comme ça. Et vu que je suis une amoureuse de la musique, des artistes, tout ce qui est art, donc encore plus attirée par justement les personnalités qui sont dans le son. Et ça se ressent. Ouais. Ça se ressent chez toi. Ah bon? Ouais, ça se ressent quand on voit. T'as ce truc un peu soul, un peu pop, un peu punch quand on te regarde. Enfin, moi, ça m'a fait ça quand j'ai regardé, j'ai senti ça tout de suite. Un truc un peu soul, un peu pop, un peu punch, un peu R&B, un peu... Je sens qu'il y a un petit côté de Skyrock. R&B, c'est ma vie, le R&B. C'est ma vie, ouais. La musique, j'aime beaucoup la musique. T'as interviewé Karine, alors? Non. Ah, tu l'as pas encore interviewé? Non, je l'ai pas interviewé. Tu parlais de Driver, ouais, mais à la base, je suis plus afro-américain. Ok. Mais en France, justement, il y a pas beaucoup d'artistes qui m'intéressent. Et justement, ceux qui m'intéressent, c'est ceux que j'ai envie de faire venir au C'est Authentique. Parce que je suis attirée par un artiste, mais surtout par une personnalité. Avant tout. Alors, on vient de me dire qu'il nous restait plus beaucoup de temps. Ouais. Yes. Donc, je vais demander à tout le monde de partager ses réseaux. D'accord. On commence par toi, Sofiane? Oui, donc moi sur Instagram, donc c'est Sofiane Etaï, donc Sofiane et mon nom de famille E2TAI. Donc abonnez-vous, très important, abonnez-vous à la chaîne Artop. Vraiment, c'est très important. Merci à toute l'équipe Artop. Voilà, merci à toi. Et voilà, donc on se retrouve. Et puis pour mon spectacle, donc au théâtre La Boussole, tous les samedis à 21h10. Voilà, merci beaucoup. C'est très important. Abonnez-vous en effet pour la chaîne Artop. Qui est justement faite par Alibi, qui nous donne la chance à tous ceux qui veulent venir justement pour promouvoir leur projet, et puis avec une ambiance
familial, avec ce style de journaliste, ou je ne sais pas quel est ton statut exactement, mais en tout cas présentatrice. Double statut. Voilà. Donc abonnez-vous, c'est important. Et voilà. Ouais, merci Artop du coup pour l'accueil. Merci beaucoup, c'était une première pour moi. Donc ouais, moi je vais aller m'abonner déjà à la chaîne, donc YouTube, et puis essayer de faire la même chose, c'est bon pour tout le monde. Moi je voulais donc mes réseaux c'est Amadi Guella, hein, tout simplement sur Instagram ou Facebook. La même chose pour Souliman. Et pour l'événement qu'on va organiser, donc ça se passe le 14 novembre au Bar à nous, et ça s'appellera Auteur en Lumière, et c'est la première édition. Donc vous pouvez aller voir directement soit sur la page de moi ou de Souliman, ou sur la page du Bar à nous, le Bar à nous, sur Instagram. Et je voudrais aussi, puisque tu me fais penser quand tu parlais de génération entre 30 et 60 ans, j'ai des potes DJ qui font une soirée qui s'appelle la 90s, où justement il y a Driver qui met l'ambiance et tout ça, et ça va être la dernière. Qui a fait l'épisode aussi du C'est authentique. Et il est systématiquement là-bas. C'est une super soirée où il y a un film en projection et après ça part en soirée. Et le film, ils mettent les publicités de l'époque. Et le délire, c'est vraiment le son des 90s en fait. Donc vous pouvez aller voir directement sur Facebook ou sur Instagram la 90s, comme ça se prononce quoi. Et ça se passe rue Vitruve dans le 20e arrondissement. Donc la dernière édition, momentanément, parce qu'ils vont faire des travaux dans l'endroit où ça se passe, ce sera le 21 novembre. Et franchement, les anciens, si vous êtes dans le délire rap années 90, 2000, le R&B, c'est un délire, on se régale à chaque fois. Et franchement, essayer de passer, c'est vraiment frais. Voilà. Okay. Moi, j'ai juste une chose à rajouter. Je remercie tout le monde d'avoir dit de nous suivre sur Artop TV. Hein. Merci Sofiane. Merci tout le monde. Hein. D'accord. Donc voilà, donc je refais mon travail correctement. Hein. J'invite tout le monde à venir mettre un petit j'aime, à partager la chaîne Artop TV et bien évidemment à nous suivre. Et à la semaine prochaine. Yes, oui.